Bonsoir et bienvenue sur Histoire murmurée. Chaque soir, je vous ouvre les portes d'un univers de récits doux et apaisants, pensés pour vous aider à relâcher la journée, à vous détendre et à trouver le sommeil. Si ces histoires vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et à les partager autour de vous. Alors, installez-vous confortablement, car l'histoire de ce soir commence maintenant. Le vent hurlait comme une bête invisible. Il s'engouffrait dans les branches nues des arbres, frappait les roches et venait siffler à l'entrée de la caverne où la tribu avait trouvé refuge. La nuit s'annonçait plus froide encore que les précédentes et chacun le sentait jusque dans ses os. L'air glaçait la peau et même la respiration formait des nuages blancs qui semblaient aussitôt figés dans le noir. Cor, le chef, restait debout à l'entrée de l'abri. Sa haute silhouette se découpait sur la lueur tremblante d'un maigre feu. Ses yeux, sombres et veilleurs, scrutaient l'horizon. Le ciel était clair, piqué d'étoiles, mais cette beauté dissimulait une menace, un froid sec, mordant, plus cruel que celui des hivers habituels. Il savait que la tribu entière ne survivrait pas si cette vague de glace s'éternisait. Derrière lui, les corps s'étaient regroupés. Femmes, enfants, vieillards et chasseurs se serraient les uns contre les autres, cherchant chaleur et réconfort. Les peaux de bêtes accumulées n'étaient plus suffisantes. Le silence régnait, interrompu seulement par les gémissements des plus jeunes et le crépitement hésitant des braises. Asha, la petite fille vive aux grands yeux noirs, tremblait malgré la fourrure qui l'enveloppait. Elle glissait sa main sous le bras de sa mère, mais son regard cherchait celui de Cor. Tourelle. Il représentait la force inébranlable, le roc au milieu de la tempête. Pourtant ce soir-là, même dans sa stature, elle percevait une inquiétude. Nira, la guérisseuse, passa parmi les corps serrés. Elle effleurait des fronts, vérifiait des souffles. Sa voix douce apaisait, mais ses pensées étaient sombres. Elle avait vu les réserves diminuer, le bois rare, les enfants fiévreux. Elle savait qu'il faudrait agir vite, mais elle savait aussi que chaque décision coûterait des vies. Yorn, l'ancien, restait en retrait. Ses cheveux blancs s'étendaient comme une couronne de neige autour de son visage ridé. Ses yeux brillants semblaient regarder au-delà des flammes, au-delà même de cette nuit glaciale. Souvent, il murmurait pour lui-même des fragments de légende, comme s'il conversait avec des esprits que les autres ne percevaient pas. Certains le trouvaient inquiétant, d'autres se rassuraient de sa présence. Mais ce soir-là, même lui paraissait préoccupé. Un bruit soudain fit sursauter la tribu. Le vent avait changé de ton, frappant la caverne comme une main furieuse. Puis, un craquement résonna au dehors, comme si un arbre s'était brisé sous le poids de la glace. Asha enfouit son visage contre sa mère. Cor leva le bras. Personne ne bouge. Restez près du feu. Sa voix grave n'était pas forte, mais elle avait l'autorité de celui qui avait guidé les siens à travers d'innombrables dangers. Ses yeux se tournèrent vers Tarek, le jeune chasseur qui se tenait déjà prêt à bondir, une lance à la main. Pas encore, dit Cor. Attends. Tarek serra les dents. Sa fougue le poussait toujours vers l'action, mais il respectait Cor trop pour désobéir. Pourtant, dans son cœur, une colère sourde grandissait. Était-il fait seulement pour attendre? Lui voulait prouver sa force, montrer qu'il pouvait défendre la tribu. Le vent redoubla, siffla, puis s'apaisa soudain. Un silence épais tomba sur la plaine gelée. Trop parfait, trop inquiétant. On entendait seulement les battements de cœur, rapides, et le crépitement mourant du feu. Nira s'agenouilla près des braises. « Le bois s'épuise, » murmura-t-elle. « Si la flamme meurt cette nuit, nous mourrons tous. » Cor ne répondit pas. Il savait,
Tout reposait sur ce feu fragile, ce cœur ardent qui tenait la tribu en vie. Sans lui, il n'y aurait que l'obscurité et le froid était un prédateur qui ne laissait aucune proie échapper. Acha, les yeux grands ouverts, demanda d'une voix tremblante: « Est-ce que les esprits nous ont abandonnés ?» Un frisson parcourut les adultes. Ces mots, dans la bouche d'une enfant, sonnaient comme une vérité redoutée. Mira se pencha vers elle. « Non, Acha, les esprits veillent toujours, mais ils nous mettent à l'épreuve. » Cor s'avança alors, sa silhouette massive projetant une ombre sur le feu. « L'épreuve est là, » dit-il d'un ton ferme, « et nous allons la traverser. Personne n'abandonne, personne ne tombe. » Ces mots n'étaient pas longs, mais ils étaient lourds, solides comme la pierre. Certains se redressèrent, d'autres serrèrent leurs enfants plus fort. Le désespoir recula d'un pas, remplacé par une détermination fragile, mais réelle. Pourtant, au fond de lui, Cor doutait. Le vent ne cessait pas, le froid grandissait chaque nuit, et il n'y avait plus de bois, ni de gibier. Ils étaient pris au piège entre la faim et la glace. Alors qu'il se repliait dans la caverne, Yorn leva la tête. Sa voix rauque résonna, coupant le silence. « Ce n'est pas un hiver ordinaire. Ce froid vient de loin, plus loin que nos pas n'ont jamais porté. Il vient pour tester les hommes. Et seuls ceux qui trouveront la flamme véritable survivront. » Les regards se tournèrent vers lui. Certains secouèrent la tête, d'autres murmurèrent. Mais les yeux d'Acha brillèrent d'un éclat nouveau, comme si ses paroles ouvraient une porte secrète. Cor ne dit rien. Il savait que les légendes de Yorn semaient parfois plus de peur que de réconfort. Pourtant, une idée commença à naître dans son esprit. Et si ce vieil homme détenait la clé d'une vérité oubliée? Le vent reprit, hurlant comme une bête blessée. Le feu vacilla, presque éteint. La tribu retint son souffle. Et dans ce fragile instant, chacun sut que la lutte pour la survie ne faisait que commencer. Le matin n'apporta aucun répit. À l'entrée de la caverne, un jour pâle filtrait à travers les nuages gelés. Le vent s'était calmé, mais il avait laissé derrière lui une morsure encore plus profonde. Le froid ne semblait plus venir seulement de l'air, mais des pierres elles-mêmes, qui transpiraient de glace. La tribu se réveillait difficilement, engourdie, chaque mouvement semblant voler un peu plus de chaleur à leur corps épuisé. Au centre de l'abri, le feu n'était plus qu'un tas de braises faibles, prisonnière d'une mince couche de cendres. Mira s'agenouilla aussitôt. Ses doigts rapides grattèrent doucement pour révéler quelques tisons rougeoyants. Elle souffla dessus avec précaution, ses lèvres exhalant une fine buée qui se mélangeait à la fumée. Une faible étincelle se ralluma, mais elle était si fragile qu'elle semblait pouvoir disparaître au moindre souffle. « Il ne reste presque rien, » murmura-t-elle. Cor s'approcha, son visage tendu. Il observait Mira, qui s'acharnait à raviver la flamme avec de petits morceaux de bois sec, les derniers qu'ils avaient gardés. Chaque brindille déposée ressemblait à un sacrifice, et la flamme ne grandissait qu'à peine. « Si nous perdons ce feu, » dit Cor d'une voix grave, « nous serons perdus. » Tarek, qui s'était levé avant l'aube, frappa la crosse de sa lance contre le sol gelé. Ses yeux brillaient d'une impatience fébrile. « Alors allons chercher du bois, » dit-il. « Nous ne pouvons pas rester ici à attendre que la nuit tombe sur des cendres froides. » Mais Yorn, assis plus loin, secoua lentement la tête. Ses cheveux blancs, emmêlés, se balançaient sur ses épaules maigres. « Le bois ne se trouve plus, » dit-il. « La forêt a gelé. Les arbres vivants sont durs comme la pierre. Les morts sont couverts de glace. Vous vous briserez les mains avant de briser leurs branches. » Tarek lança un regard furieux vers l'ancien. « Alors quoi? On attend de mourir? Toi, tu parles toujours de légendes, mais tu ne bouges pas. Moi, je préfère agir. » Un silence pesant tomba. La voix de Tarek résonnait comme une provocation dans la caverne étroite. Cor se tourna vers lui.
Tu agiras, dit-il calmement, mais pas seul. Personne ne sort seul. Nous irons chercher ensemble, et nous trouverons, d'une manière ou d'une autre. Mira parvint enfin à faire jaillir une petite flamme claire. La tribu poussa un souffle de soulagement collectif. Des mains tendirent rapidement de minces brindilles, quelques herbes séchées, des morceaux de cuir presque trop précieux pour être brûlés. Tout fut donné au feu comme une offrande. La flamme grandit un peu, mais chacun savait qu'elle resterait fragile tant qu'il n'aurait pas de bois véritable. Asha, blottie contre sa mère, regardait la flamme avec des yeux immenses. Elle murmura d'une voix à peine audible. « C'est comme un petit oiseau. Si on le lâche, il s'envole pour toujours. » Mira sourit doucement, caressant les cheveux de l'enfant. « Oui, Asha, et c'est à nous de le protéger. » Les heures passèrent, lourdes. Certains sortirent par groupes de 2, cherchant des branches mortes dans la neige. Ils revenaient avec presque rien, les doigts engourdis, les visages brûlés par le vent. D'autres restaient à l'intérieur, guettant la flamme comme si elle était un nouveau-né. Chaque minute, la peur grandissait qu'elle s'éteigne malgré leurs efforts. Kor organisa une garde autour du feu. Chacun devait nourrir la flamme d'un peu de matière. Même un fragment de cuir, une touffe de mousse séchée, une cordelette de fibres, tout devenait combustible. La tribu se déshabillait de ses biens pour offrir au feu de quoi survivre. Au milieu de la journée, un cri retentit au dehors. Tarek revenait en courant, les bras chargés de morceaux sombres. Son souffle se mêlait à la fumée de ses pas. Lorsqu'il entra dans la caverne, les visages se tournèrent vers lui. Dans ses bras, il y avait des morceaux d'écorce et quelques branches cassées. « J'ai trouvé ça », lança-t-il, triomphant, près d'un arbre tombé. Mais quand Mira les examina, son visage se referma. Les branches étaient gonflées d'humidité, couvertes de givre. « Ça brûlera mal, dit-elle. La fumée étouffera avant que la chaleur ne vienne. » Tarek serra les mâchoires. Ses yeux cherchaient l'approbation de Kor, mais celui-ci resta impassible. « C'est mieux que rien, dit-il finalement. Nous essayerons. » Ils déposèrent les morceaux sur les braises. Au début, il y eut un crépitement prometteur. Mais bientôt, une fumée épaisse se leva, piquant les yeux et la gorge. Les enfants toussaient. Les adultes détournaient la tête. La flamme faiblit, asphyxiée. Un instant de panique parcourut la tribu. « Ça s'éteint !» cria quelqu'un. Mira se pencha aussitôt, écartant les morceaux trop humides, soufflant de toutes ses forces. Sa voix résonnait dans un murmure rapide. « Tiens bon, petit oiseau, tiens bon. » Les braises revinrent à la vie, tremblantes. Un mince filament de flamme jaillit de nouveau. La tribu soupira, secouée comme si elle avait failli perdre l'un des siens. Asha pleurait doucement, les yeux rivés sur la flamme. « Ne pars pas, reste avec nous. » Kor posa une main lourde sur l'épaule de Mira. « Nous ne pouvons pas compter sur ces bois. Il faut trouver autre chose. Il faut partir plus loin. » Yorn leva alors la tête. Ses yeux brillaient dans la pénombre. « Le feu n'est pas seulement dans le bois, dit-il. Le feu peut se cacher dans la pierre. Dans le cœur de la terre. J'ai vu jadis des hommes frapper des pierres et l'étincelle jaillissait comme une étoile. » La tribu se figea. Était-ce un délire de vieillard ou un souvenir réel? Kor ne répondit pas, mais une pensée traversa son esprit. Si Yorn disait vrai, peut-être y avait-il une manière de créer le feu, de le dompter sans dépendre des arbres morts. La nuit approchait à nouveau. Le vent s'était remis à chanter au loin. Tous se rapprochèrent du feu fragile, conscients qu'ils ne pouvaient pas se permettre de fermer l'œil. Chaque battement de flamme était une victoire. Chaque craquement de bois humide un avertissement. Tarek, le visage fermé, fixait l'obscurité de la plaine glacée. Son cœur bouillonnait d'un mélange de colère et d'espoir.
Il voulait prouver qu'il pouvait ramener plus que des branches pourries. Il voulait offrir au clan un feu qui ne s'éteindrait pas. Mira, épuisée, laissa sa tête tomber contre la pierre, mais dans son regard brilla encore une étincelle de détermination. Elle savait que cette nuit, plus encore que la précédente, déciderait du destin de la tribu. Et lorsque le vent hurla de nouveau à l'entrée de la caverne, chacun comprit qu'il suffirait d'un souffle, d'une erreur, pour que le feu fragile s'éteigne à jamais. L'aube était une lame pâle qui coupait l'horizon. Le vent avait calmé son hurlement, mais il restait un froid tranchant qui pénétrait même les peaux épaisses. La tribu se préparait sans bruit, comme si chaque geste mal maîtrisé pouvait alerter la nature elle-même. Kor distribuait les lances et les manteaux. Mira frottait des bandes de cuir pour protéger les poignets. Yorn murmurait des conseils en observant la direction du vent. « Restez en groupe, dit Kor d'une voix basse. Ne prenez jamais le vent en face. Les animaux sentent plus loin que nous. » Tarek serrait sa lance. Ses doigts étaient engourdis, mais son regard était vif. Il trouvait que parler ralentissait l'action. Il voulait partir. Il avait déjà imaginé la victoire, le retour triomphant avec des peaux chaudes et des morceaux de viande qui brûleraient la faim de tous. Il respirait l'air glacial comme on inspire un défi. Ils sortirent en file, couvrant la caverne d'une dernière ombre. La plaine s'étendait, blanche et striée de crêtes de glace. Les arbres brisés se dressaient comme des squelettes figés. Parfois, on distinguait au loin des silhouettes sombres, des collines qui bouchaient l'horizon, et entre elles, la trace d'un mouvement lent, un troupeau peut-être, ou seulement un rocher porté par le vent. Les premières heures furent consacrées à chercher. Ils suivaient des empreintes, à la fois confuses et révélatrices, des sabots qui avaient laissé des sillons larges, des pattes creusant la poudre, des marques fraîches où la neige avait été rejetée. Mira s'agenouillait, touchait la neige pour sentir la chaleur résiduelle, lisait comme une page. Yorn, avec ses mains ridées, racontait des signes que la jeunesse ignorait. La ferme sortie d'un troupeau, l'ordre des pas qui indiquait la course, la profondeur des empreintes qui disaient la taille. Là, dit Yorn en montrant un sillon partiellement comblé, ils sont passés cette nuit. Ils vont vers la rivière. Les animaux cherchent l'eau libre. Kor hocha la tête. L'eau libre en hiver, c'était une promesse et un péril. Les bêtes se rassemblent là où le courant empêche la glace de prendre. Elles s'affaiblissent en cherchant. Elles s'exposent. Et pour des hommes affamés, cela offrait une chance. Ils suivirent la piste jusqu'à une vallée étroite où la rivière exposait des pans noirs et ruisselants. Là, des traces circulaient en tous sens. Des empreintes plus petites se mêlaient aux larges sabots, peut-être des lièvres ou des jeunes. Les chasseurs se dispersèrent en silence, comme des ombres étudiées, prenant position derrière des rochers, derrière des lys de glace. L'air était si froid qu'on entendait presque les dents qui claquaient. « Tarek, tu prends le côté nord, dit Kor. Yorn et moi prendrons le bas. Mira reste près de la rive pour soigner. 2 hommes resteront en retrait pour récupérer s'il le faut. » Tarek acquiesça rapidement. Son cœur battait plus fort que sa prudence. Il s'éclipsa, glissant entre les rochers, faisant attention à laisser le vent de dos. La chasse devait se jouer sur la surprise, sur la force coordonnée d'un assaut. Il ne pouvait pas abattre une grande bête seule. Il leur fallait la pousser, l'orienter vers un point où plusieurs lances pouvaient frapper en même temps. Quelques minutes passèrent dans une attente qui piquait la peau, puis un bruit faible, puis un autre, le frôlement d'un troupeau. On sentit plutôt qu'on vit la présence des animaux. Les silhouettes foncées filaient, l'ombre collée, respiration lourde. Les chasseurs serrèrent les dents. Tarek se rapprocha, la lance levée, la neige craquant sous ses pas. Soudain, un jeune cerf,
plus petit, plus nerveux, se détacha du groupe en courant. Il courut droit vers la rive, comme effrayé par quelque chose derrière. Cor donna le signal. Les lances jaillirent, précises, mais la distance resta suffisante pour que seul le jeune soit atteint. On poussa un soupir de victoire, mais Cor savait que la vraie proie était le troupeau, pas un animal isolé. Les bêtes à l'arrière avaient flairé l'alarme et commençaient à se disperser en panique. La manœuvre devait être rapide. Il fallait fermer la porte du côté opposé pour faire piéger le reste. Tarek et 2 autres se mirent à courir pour couper la fuite, prenant un passage entre 2 blocs gelés. La neige était traîtresse. Parfois elle portait, parfois elle cédait sous le poids d'un pied, et les pas devenaient des pièges. « Plus vite !» murmura Tarek en sentant l'adrénaline monter. Ils atteignirent une zone où la rivière montrait des plaques d'eau sombre. La surface semblait solide, mais Cor avait appris à ne jamais se fier aux apparences. Là où le courant était le plus fort, la glace restait mince. Un homme lourd pouvait traverser sur la corniche, mais à quel prix? Tarek s'avança, son attention tout entière rivée sur les bêtes qui émergeaient maintenant comme un flot. Dans son empressement, il ne regarda pas où il posait le pied. La neige croula différemment sous sa plante, et un craquement aigu retentit, net comme une corde qui casse. « Attention !» cria un autre chasseur. Mais le son arriva trop tard. Sous le pied de Tarek, la glace s'effondra en silence, glacée. Un frisson d'air et d'eau monta comme une bouche ouverte. Tarek s'agrippa à la roche, ses doigts effleurant le bord. La moitié de sa jambe était déjà partie dans l'eau, la pointe de sa lance battait l'air comme un brasier perdu. La scène fit basculer l'instant. Les bêtes, effrayées, prirent une direction imprévue. Quelques-unes tombèrent dans le champ de vision, mais la plupart filèrent vers la plaine. Cor se jeta en avant, les muscles tendus, mais son pied glissa sur une plaque gelée et il roula, manquant d'équilibre. Yorn et les autres lancèrent des cordes de cuir improvisées, cherchant à tirer Tarek vers la rive. Mira, la voix brisée, courait, prête à prodiguer des soins, à improviser des pansements pour stopper le froid. « Tiens bon, Tarek, tiens bon !» cria Cor en tendant la main. Tarek répondait par un grognement, ses lèvres blanches, la peur griffant sa voix. L'eau s'engouffrait autour de sa cuisse. La chair ne montrait pas encore le bleu, mais le froid la mordait. Le courant tirait, et à chaque mouvement, il semblait qu'une nouvelle part de lui glissait vers l'obscurité liquide. Autour d'eux, la nature observait, indifférente. Le troupeau avait disparu comme un souffle, loin. Et ce qui restait était le moment strict de la survie. Un homme accroché à la vie, des mains tendues, une corde qui raclait la roche. Le soleil bas dessinait des ombres longues et inquiètes. Cor chercha une prise, un point solide où ancrer la corde. Ses doigts tâtonnèrent, trouvèrent une protubérance. La liane se serra. Yorn criait, ses mots parfois incompréhensibles, mais ils donnaient du rythme à l'effort. Les épaules de ceux qui tiraient se creusaient, les traits crispés, chaque souffle fumant l'air. Mira s'agenouilla au bord, prête à plonger si nécessaire. Et puis, un nouveau craquement retentit, plus proche, plus menaçant. Quelque chose cédait sous la masse du groupe qui tentait de sauver Tarek. La neige vibrait comme une peau trop tendue. On aurait dit que la terre elle-même retenait son souffle. « Ne bougez pas !» prévint Cor d'une voix qui ne voulait pas trembler. Mais le bruit continua, croissant. Et dans cette seconde où la peur s'épaississait, la rive commença à se dérober. Le monde se fissurait en un bruit aigu et l'ombre d'un danger plus grand planait, comme un rappel que la nature ne pardonne pas l'imprudence. Un cri alors monta, coupé net, et tout se coupa dans un silence lourd. Le silence qui suivit l'accident résonnait encore dans leur corps. Le souffle court, les mains gelées par l'effort,
Les chasseurs se regardaient sans un mot. Tarek, tiré de justesse hors des eaux glacées, tremblait convulsivement. Sa peau parcourut de frissons bleus. Mira l'enveloppa aussitôt de fourrure humide, frottant ses bras pour ranimer le sang figé. Son visage était pâle, mais ses yeux restaient ouverts, pleins de honte et de rage contenue. Cor se tenait près de lui, lourd, essoufflé, la mâchoire serrée. Il savait qu'ils avaient perdu le troupeau. La chasse qui devait sauver la tribu n'avait rapporté qu'un jeune cerf maigre, trop peu pour nourrir tous les ventres. Et maintenant, l'un de leurs plus vaillants chasseurs risquait de sombrer dans la fièvre du froid. Le retour jusqu'à la caverne fut une marche silencieuse. Le vent fouettait leurs visages, et la neige craquait sous leurs pas comme si elle voulait les avaler. Asha attendait à l'entrée, les yeux brillants d'angoisse. Lorsqu'elle vit Tarek soutenu par 2 hommes, elle courut vers Mira. « Il va mourir », demanda-t-elle d'une voix étranglée. Mira la repoussa doucement, d'un geste protecteur. « Non, Asha, pas si nous restons attentifs. Mais il lui faut chaleur et repos. » Dans l'abri, le feu fragile accueillit leur retour comme une flamme hésitante. On fit glisser Tarek au plus près des braises. Son corps grelottait et chaque spasme faisait vibrer le silence. Mira posa des herbes écrasées sur ses lèvres pour calmer la toux, puis murmura des paroles que seule la tribu connaissait. Cor regardait la scène avec un poids croissant sur les épaules. Il n'avait presque plus de bois, la chasse n'avait pas suffi, et le froid mordait de plus en plus fort. Il sentit la peur grandir comme une bête tapie dans l'ombre, prête à bondir sur chacun d'eux. Alors Yorn, qui observait sans rien dire, leva lentement la tête. Ses yeux semblaient briller dans la pénombre comme 2 braises anciennes. « Nous ne pouvons plus compter seulement sur la plaine, » dit-il d'une voix rauque. « La terre elle-même garde des secrets. » Les regards se tournèrent vers lui. Mira fronça les sourcils. « Que veux-tu dire, Yorn ?» Le vieil homme se redressa difficilement, appuyé sur son bâton. « J'ai entendu jadis parler d'une caverne, au-delà des collines brisées. Une caverne profonde, où le vent ne souffle pas. Certains disent qu'elle parle. D'autres disent qu'elle garde le feu du monde, celui qui ne meurt jamais. » Un frisson parcourut l'assemblée. Asha écarquilla les yeux, fasciné. Tarek, malgré sa fièvre, remua faiblement. « Des histoires, souffla-t-il. Mais Yorn ne détourna pas son regard. Les histoires naissent toujours de quelque chose de vrai. Nous n'avons plus le choix. Si nous restons ici, la faim et le froid nous dévoreront. Mais si nous allons là-bas, peut-être trouverons-nous plus qu'un abri. Peut-être trouverons-nous ce qui peut nous sauver. » Cor resta longtemps immobile. Son souffle formait des nuages blancs qui se mêlaient à la fumée du feu. Finalement, il hocha la tête. « Demain, nous partirons. » La nuit s'étira, ponctuée par les quintes de toux de Tarek et les craquements de la roche glacée. Quand l'aube grise revint, la tribu prit la route. Leurs pas les menèrent à travers des pentes raides, des couloirs étroits sculptés par la glace et le vent. Le ciel se faisait plus sombre. Les nuages pesaient comme des pierres. Après des heures de marche, ils aperçurent l'entrée. Une béance sombre dans la paroi, comme une bouche immense ouverte sur l'inconnu. Le souffle qui en sortait n'était pas un vent glacial, mais un courant plus tiède, presque rassurant. Pourtant, il portait avec lui un murmure, un son étrange, régulier, qui ressemblait tantôt à des voix humaines, tantôt au chant d'un animal. Les enfants s'agrippèrent aux jambes de leur mère, et même les chasseurs se regardèrent avec hésitation. « Ce sont les esprits », murmura Asha fasciné. Cor leva une main ferme. « Esprit ou pas, nous devons entrer. » Ils pénétrèrent un à un dans l'obscurité. Les torches éclairaient les parois, révélant des formes étranges dessinées par le temps. Des ombres semblaient courir sur les murs,
comme si les ancêtres eux-mêmes les observaient. Le sol descendait en pente douce, et le murmure devenait plus fort, plus présent, comme une respiration souterraine. Plus ils avançaient, plus l'air changeait. La morsure du froid s'atténuait. L'humidité remplaçait la glace. Et parfois, une goutte tombait de la voûte pour éclater en un écho clair. Cela avait quelque chose de vivant, comme si la caverne respirait. Soudain, un grondement faible fit vibrer le sol sous leurs pieds. Plusieurs reculèrent, paniqués. Mira posa une main contre la paroi, ses doigts tremblants. « Ce n'est pas le vent », dit-elle d'une voix tendue. Le murmure s'était mué en un chœur plus distinct, comme des paroles chuchotées. On aurait dit que la pierre parlait, mais aucune oreille ne pouvait en saisir le sens exact. Yorn ferma les yeux, murmurant à son tour. « La terre nous parle, elle nous guide. » Mais alors qu'ils avançaient encore, un bruit sec résonna derrière eux, comme si quelque chose venait de se détacher de la voûte. Un éboulement partiel fit rouler des pierres sur le sol. Les torches tremblèrent, projetant des ombres géantes sur les murs. À chaque ria, sa voix résonna dans l'immense couloir. Et dans cet écho, certains jurèrent entendre une autre voix répondre, une voix qui n'appartenait à aucun d'eux. Le retour de la caverne et des murmures n'apporta pas la délivrance qu'ils espéraient. Certes, ils avaient trouvé un abri plus profond, où le vent ne mordait pas les os. Mais cet abri ne comblait pas le vide qui s'élargissait dans leur ventre. Chaque jour, la faim devenait une voix intérieure, plus forte que le grondement de la tempête dehors, plus insistante que le murmure des parois. Les réserves du jeune cerf chassé s'étaient épuisées en quelques repas partagés avec parcimonie. Chacun n'avait eu droit qu'à quelques bouchées, parfois juste à un os à sucer pour tromper son corps. Même les enfants avaient cessé de pleurer, remplacés par un silence lourd, presque effrayant, un silence de fatigue, de faiblesse. Mira observait les plus fragiles, les lèvres fendillées, les yeux creux, les mains tremblantes. Elle leur faisait boire des infusions d'herbes ramassées autrefois, mais ces breuvages tièdes ne remplissaient pas les estomacs. Acha, pourtant vive et curieuse, s'était mise à s'asseoir longtemps sans rien dire, fixant les flammes avec une intensité d'adulte. « On ne peut pas continuer comme ça », souffla Mira à corps, une nuit où la tribu dormait. « Je sais », répondit-il d'une voix sourde, « mais chaque chasse nous échappe. Et plus nous marchons, plus nos forces s'épuisent. » Tarek, encore marqué par sa chute dans les eaux glacées, refusait de rester en retrait. Malgré ses jambes raides, il insistait pour rejoindre les groupes qui s'aventuraient dehors. Mais la neige cachait les pistes, les animaux semblaient s'être volatilisés, et les rares traces menaient à des pièges mortels. Un matin, Yorn brisa le silence de ses paroles rugueuses. Quand la viande manque, l'homme doit se souvenir de ce que mange la terre elle-même. Tous se regardèrent sans comprendre. Il traça des gestes sur le sol, comme s'il dessinait les racines invisibles sous la neige. Sous la glace dorment des trésors. Des racines, des bulbes, difficiles à trouver, mais assez pour tromper la mort. Cor fronça les sourcils. « Tu veux dire fouiller la terre gelée? Nos doigts se briseront avant les pierres. Alors, il faut ruser, dit Yorn. La terre ne donne qu'à ceux qui écoutent son langage. Ils essayèrent. Certains creusèrent près des arbres morts, d'autres longèrent les rives de la rivière gelée, là où la glace se fondait. Ils mirent au jour quelques racines maigres, amères, à peine comestibles. Pourtant, quand Mira les fit bouillir dans un peu d'eau, l'odeur d'amertume devint une promesse. La tribu mangea, lentement, avec précaution, et chacun sentit une étincelle de vie revenir, même si la faim n'était pas apaisée. Mais le froid et la fatigue rendaient les gestes imprécis. Un chasseur se coupa en brisant une motte de terre dure comme du fer. Une femme s'effondra après des heures
à gratter la neige, ses doigts saignants. Chaque maigre racine semblait coûter plus d'énergie qu'elle n'en donnait. C'est alors qu'Acha, qui errait souvent près des parois sombres, appela d'une petite voix « Venez voir ». Elle avait découvert, à l'entrée d'une anfractuosité, des ossements blanchis, des restes d'animaux pris autrefois dans un éboulement. Certains os portaient encore des fragments secs. D'abord, un silence choqué s'abattit sur la tribu. Puis Mira s'agenouilla, brisa un os, et un peu de moelle grasse suinta. Ils la partagèrent comme un trésor, chaque goutte sur la langue semblant une fête. Le feu fit crépiter les os, et la fumée avait une odeur étrange, mais nul ne se plaignit. Pourtant, cette maigre victoire ne suffisait pas. Le ventre criait encore, la tête tournait, les enfants perdaient leur force, et les adultes devenaient nerveux. Les regards s'assombrissaient, les gestes se faisaient brusques. Un soir, alors que le feu vacillait, Tarek se leva brusquement. Ses yeux brillaient d'une colère brûlante. On ne peut pas attendre que les racines nous sauvent. On doit trouver un troupeau ou mourir en essayant. Cor se redressa, lourd, et sa voix claqua. « Tu crois que je ne le sais pas? Mais courir dehors, c'est offrir ta gorge au froid. »« Alors quoi ?» cria Tarek. « Tu veux que nous restions assis à ronger des os vides, comme des chiens ?» Le silence tomba. Les poings se serrèrent, les cœurs battirent plus fort. Même Acha recula, effrayé par la tension. Mira posa une main sur l'épaule de Tarek. « Assez, tes paroles brûlent plus que le feu, mais elles ne nourrissent pas. » Cor détourna les yeux, mais il sentait la vérité derrière la révolte. Leur temps s'amusait. Chaque jour, sans vraie nourriture, rapprochait la tribu de la faim. Et ce fut cette même nuit que le destin bascula. Alors que tous se recroquevillaient autour du feu mourant, un bruit extérieur résonna dans l'obscurité. Pas le hurlement du vent, pas le craquement de la glace. Des pas lents, mesurés. La tribu retint son souffle. Des silhouettes approchaient, se dessinant dans la lueur des torches. Des hommes. Pas des étrangers au visage d'animaux, mais d'autres comme eux. Mira sentit son cœur s'arrêter. Tarek se redressa, prêt à saisir sa lance. Acha s'accrocha à sa mère, fasciné et terrifié. Et Cor comprit dans ce silence électrique qu'il n'était pas seul dans ce monde de glace. Les flammes vacillantes projetaient sur les parois des ombres inquiétantes. La tribu s'était figée, comme pétrifiée par l'apparition soudaine de ces silhouettes qui se découpaient dans la neige. Des pas résonnaient, lents, lourds, mais assurés. Il n'était plus seul. Cor, droit comme un roc, fit un pas vers l'entrée de la caverne. Sa main serra le manche de sa lance. Ses yeux sombres fixaient l'obscurité qui livrait peu à peu son secret. Un premier homme apparut, haut et large d'épaules, recouvert de fourrure épaisse. Son visage portait des traits rudes, creusés par le froid, mais ses yeux brillaient d'une lueur de défi. Derrière lui, 2 autres surgirent, puis encore 3. La tribu entière retint son souffle. Tarek, toujours fiévreux, mais prêt à bondir, leva sa lance. Mira, d'un geste vif, lui saisit le bras. « Attends !» murmura-t-elle. L'homme qui avançait leva lui aussi une arme rudimentaire, une massue sculptée dans un os massif. Mais il ne frappait pas. Il s'arrêtait à quelques pas de l'entrée, observant, évaluant. Le silence s'étira, tendu comme une corde prête à se rompre. Acha, caché derrière sa mère, chuchota d'une voix minuscule. « Il nous ressemble. » Et en effet, ces inconnus avaient les mêmes traits robustes, la même allure de survivants forgés par la glace. Leurs regards n'étaient pas ceux de bêtes sauvages, mais d'hommes, fatigués, affamés, mais déterminés. Cor brisa le silence. « Qui êtes-vous »
Sa voix résonna dans la nuit comme un coup de tonnerre. Les étrangers échangèrent des regards. Le chef, celui qui tenait la massue, s'avança d'un pas. Ses lèvres s'ouvrirent sur des sons rauques, d'abord incompréhensibles, puis plus distincts. Le langage n'était pas exactement le même, mais certains mots se rapprochaient. Froid, faim, abri. Mira fronça les sourcils. Elle comprenait. Il souffrait du même mal, il cherchait refuge. Mais l'instinct de survie murmurait à chacun. Partager signifiait perdre. Tarek grogna. S'ils prennent nos maigres ressources, nous mourrons. Yorn, l'ancien, leva lentement son bâton, ses yeux brillants de lueurs étranges. Ou bien, si nous les rejetons, ce sera la guerre. Et la guerre, dans ce froid, nous condamnerait plus vite que la faim. Les mots tombèrent comme des pierres. La tension monta. Le feu crépitait faiblement, seul cœur battant entre les deux groupes. Les étrangers, eux aussi, fixaient les flammes, comme s'ils y voyaient un trésor, une promesse. Un enfant surgit alors derrière le grand chef étranger. Mince, fragile, ses yeux trop grands pour son visage. Asha le vit et se redressa un peu, fasciné. L'enfant étranger tremblait, ses joues creuses, marquées par la faim. Dans ce regard d'enfant, il n'y avait ni menace, ni défi, seulement une peur semblable à la leur. Mira se pencha vers Kor et murmura « Ce sont des hommes, pas des ennemis. Ils nous tendent leur détresse. » Mais Tarek répliqua aussitôt, sa voix grondant « Et si derrière leurs yeux se cache le désir de nous prendre ce qui nous reste ?» Un silence lourd retomba. Le chef étranger leva alors sa main, vide, et la posa sur sa poitrine, puis s'inclina légèrement, un geste rude, mais lisible. Une demande, pas une attaque. Kor inspira profondément. Le poids de toute la tribu pesait sur ses épaules. Laisser entrer ces hommes signifiait partager leur faim. Les repousser pouvait déclencher la mort immédiate, par le combat ou par le froid. Son regard se tourna vers Yorn, puis vers Mira. Chacun attendait sa décision. Même Asha, les yeux brillants, attendait. Le silence dura, insoutenable, puis Kor dit d'une voix ferme « Approchez du feu, mais sachez que nous n'avons presque rien. » Le chef étranger hocha la tête. Ces hommes avancèrent lentement, prudemment, comme des loups qui s'approchent d'un territoire inconnu. Leurs pas firent craquer la neige. Leurs silhouettes se découpèrent dans la lumière tremblante. Quand ils franchirent l'entrée, l'air sembla vibrer d'une nouvelle tension. Deux tribus, deux feux, deux destins désormais entremêlés. Asha serra la main de sa mère. Dans ses yeux d'enfant, il n'y avait pas seulement de la peur, mais une étincelle de curiosité, comme si elle pressentait que cette rencontre allait changer tout ce qu'ils connaissaient. Et dans le silence pesant, alors que les étrangers s'assirent près du feu, chacun comprit que rien ne serait plus jamais comme avant. La flamme crépita, fragile et incertaine, éclairant les visages des deux tribus. Des regards s'échangèrent, lourds d'attente et de méfiance. Et soudain, dans la profondeur de la nuit glaciale, un hurlement de loup retentit, long, déchirant, comme un avertissement. Le silence qui suivit le hurlement du loup resta suspendu dans l'air, comme une lame invisible entre les deux tribus. Les flammes crépitantes projetaient des ombres mouvantes sur les visages, accentuant les regards méfiants, les mâchoires serrées. Chaque respiration semblait trop forte, chaque mouvement trop brusque. Kor observa les étrangers assis en face. Leurs yeux brillaient, à la fois de fatigue et de convoitise. Ils fixaient le feu comme s'il était un trésor, et autour d'eux, les membres de sa propre tribu se resserraient instinctivement.
Acha s'accrocha au bras de Mira, tandis que Tarek, fiévreux, ne lâchait pas sa lance. Le chef étranger, l'homme large aux épaules couvertes de fourrures épaisses, tendit enfin la main vers les flammes. Ses doigts rugueux captèrent la chaleur, et un soupir rauque s'échappa de ses lèvres. Ses compagnons firent de même, comme des bêtes épuisées trouvant un coin de répit. Mais derrière ce soulagement se cachait une tension sourde. Yorn rompit le silence. Sa voix grave et lente s'éleva comme un murmure ancien. Deux feux dans une même caverne ne brûlent pas sans règle. Si nous partageons, il faudra parler. L'homme étranger tourna la tête vers lui, fronça les sourcils, puis se mit à parler dans sa langue rude, pleine de sons brisés. Mira se pencha, attentive, cherchant à saisir le sens. Quelques mots passèrent le filtre de la compréhension. Elle chuchota à Kor. Il dit qu'ils viennent du nord. Le froid les a chassés. Ils ont perdu beaucoup des leurs. Il demande à rester. Kor hocha lentement la tête. Ses yeux ne quittaient pas l'homme, pesant chaque geste, chaque souffle. Enfin, il parla d'une voix ferme. Rester signifie partager, mais nous avons peu. Le chef étranger comprit certains mots. Ses traits se durcirent, et il tapa son poing contre sa poitrine, avant de désigner le petit groupe derrière lui. Parmi eux, deux portaient des sacs de cuir usés. L'un d'eux les ouvrit, révélant des morceaux de viande séchés et quelques peaux épaisses. Un murmure parcourut la tribu de Kor. La nourriture représentait une promesse de survie, les peaux, une protection contre le froid. Mais Tarek s'avança, le regard flamboyant. S'ils donnent cela, c'est qu'ils veulent plus encore. Leur offrande n'est qu'un piège. Demain, ils exigeront le feu, puis nos armes, puis nos vies. Le chef étranger ne comprit pas ces mots, mais il perçut le ton. Sa mâchoire se contracta, et il serra plus fort la massue qu'il gardait à ses côtés. Ces hommes échangèrent des regards, prêts à réagir au moindre signe. Mira posa sa main sur le bras de Tarek. La guerre, c'est la mort pour tous. Même un morceau de viande partagée vaut mieux que du sang répandu sur la neige. Acha, qui écoutait en silence, fixa l'enfant étranger qui l'observait timidement depuis l'autre côté du feu. Dans ses yeux creux, elle vit une détresse qui ressemblait à la sienne. Alors d'une voix claire mais tremblante, elle dit « Ils ont faim comme nous ». Ces mots, venus d'une enfant, firent vibrer l'air d'une vérité simple et indéniable. Même Tarek détourna les yeux, troublé. Kor se redressa, imposant. Il tendit la main vers le chef étranger, un geste lent, calculé, viande contre feu, protection contre abri. Nous partageons, mais chacun garde ses armes. Le chef étranger hésita. Ses yeux sombres se plissèrent, méfiants, mais il finit par poser sa main calleuse dans celle de Kor. Le contact fut bref, rude, mais suffisant pour sceller un accord fragile. La tension se relâcha d'un souffle. Les étrangers déposèrent quelques morceaux de viande séchés près du feu. Mira s'en empara aussitôt, les distribuant aux enfants et aux plus faibles. Le goût âpre de la viande sembla un festin. Les regards se radoucirent un instant. Les ventres murmurèrent un soulagement timide. Mais au-delà du partage, une inquiétude persistait. Deux clans, deux volontés, deux feux désormais liés par une entente fragile. Yorn observa longuement les flammes et murmura pour lui-même. Le feu nourrit, mais il divise aussi. Quand deux mains trop avides s'en approchent, il brûle sans choisir. Alors que la nuit avançait, le calme apparent se fissura. Certains étrangers se rapprochaient trop du feu, leur regard insistant sur les armes posées près des parois. Tarek ne cessait de serrer sa lance, ses yeux guettant le moindre geste suspect. Mira s'inquiétait du sommeil des enfants, car même dans l'abri, la méfiance tenait les paupières ouvertes. Et soudain, au milieu de ce fragile équilibre,
Un cri éclata au-dehors, un cri humain, bref, étouffé, qui fit sursauter les deux tribus en même temps. Tous se levèrent d'un bond, les armes saisies, le souffle court. Cor échangea un regard avec le chef étranger. Pour la première fois, une peur commune brilla dans leurs yeux. Quelqu'un rôdait dehors. Et ce n'était ni l'un ni l'autre de leur clan. L'aube ne promettait rien de tendre. Un voile blanc recouvrait la plaine, et le soleil bas sur l'horizon jetait une pâle lumière qui ne réchauffait pas. Deux groupes réunis sortaient de la caverne comme on sort d'un berceau trop fragile. Précaution, gestes mesurés, regard qui s'évaluent encore. Cor avait choisi la direction que Yorn indiquait. Au-delà des collines brisées, vers un creux où la terre se disait plus chaude. Partir signifiait risquer la traversée d'un lac gelé, un désert de glace où chaque pas pouvait devenir une tombe. Rester signifiait mourir lentement. Les enfants marchaient au milieu, serrés entre des adultes qui buvaient plus de peur que d'eau. Mira portait Tarek le plus possible, car son corps récupérait mal le froid et la chute l'avait marqué. L'homme étranger devenu leur allié, dont Cor avait appris le nom comme on apprend une carte, marchait en tête avec quelques chasseurs, ouvrant la voie et testant la glace d'un coup de perche. Les pas crissaient, un son familier qui était devenu une prière collective. « Avancez toujours sur la neige tassée, disait-il en faisant un signe. Là où elle craque, la glace est fine. » Cor hocha la tête. Il avait appris à attendre la parole des plus anciens et la force des plus prudents. Yorn suivait lentement, le visage fermé, ses yeux semblant scruter le dessous de la surface comme s'il lisait des signes invisibles. L'air était sec, et parfois la respiration formait des nuages si fins qu'on les voyait s'éteindre avant d'atteindre le sol. Ils marchaient ainsi depuis plusieurs heures, quand le paysage changea. La neige se fit lisse, puis lisse comme du verre. Devant eux s'étendait un vaste miroir ailé, taché de panache sombre, où le vent avait sculpté des rides. On distinguait des fentes, des lignes, des plaques de glace qui luisaient comme des peaux de bêtes blessées. Cor ralentit. Le cœur de la colonne battait plus fort à l'approche de ce lac qui possédait la beauté terrible des choses qui se rompent. « Attachez-vous, ordonna-t-il, des cordes autour des tailles. Si quelqu'un cède, nous tirons ensemble. » Des cordes passèrent de main en main, des nœuds furent testés. Les plus jeunes pleuraient sans bruit. Asha tenait la main d'un enfant étranger et leurs doigts se mêlaient comme des racines. Mira appliquait des onguents réchauffants aux oreilles et au nez, stimulant la circulation comme on rallume une flamme vacillante. La traversée commença. Les premiers pas furent prudents, mesurés, un test après l'autre. La perche du chef étranger glissait, puis frappait la surface, et le son creux donnait leur rythme. Parfois, la glace résonnait avec un bruit profond, comme un tambour lointain. D'autres fois, elle répondait par une vibration fine. Ils avaient parcouru peut-être la moitié du lac quand un craquement aigu fendit l'air. Une plaque mince se détacha sous les pieds d'un jeune chasseur étranger. L'instant s'étira, une main tendue, des doigts qui cherchent, puis le glissement. La corde se tendit, des épaules se creusèrent et ils tirèrent. L'eau n'avait pas eu le temps d'engloutir plus que ses bottes-poings. On l'arracha au bord, bleu et tremblant. Le silence qui suivit était un mélange de soulagement et d'effroi. « Merci, dit-il d'une voix qui tremblait plus de honte que de froid. » La colonne reprit, moins confiante. Chaque pas devenait une décision. Cor se rappelait la gorge serrée, les visages de ceux qui avaient suivi ses ordres tout au long de sa vie. Aujourd'hui, il sentait la faiblesse et la responsabilité comme des pierres dans sa poitrine. Le froid ne pardonnait pas l'erreur. Le vent se leva, alors,
moins fort mais chargé de neige fine qui piquait comme des aiguilles. La visibilité diminua et la ligne d'horizon s'effaça. Jorn ralentit encore, collant la plus jeune des filles contre son manteau. Sa voix, quand il parla, semblait venir de très loin. « Écoutez la glace », murmurait-il. Elle grogne différemment là où la chaleur vient du dessous. Il approcha sa main d'une fissure et posa l'oreille contre le gel. Cor observa ce geste avec une sorte de respect mêlé d'inquiétude. Le vieil homme se redressa, les yeux brillants. « Là-bas, dit-il en pointant vers une faible lueur qui fumait au loin, la vapeur. Une vapeur minuscule montait comme un appel. Elle n'était pas assez forte pour dire qu'il y avait du feu, mais suffisamment pour promettre quelque chose qui chauffait plus que l'air. Ils se remirent en marche, entraînés par l'espoir comme par la faim. La neige devint traîtresse. Sous les pas, des couches superposées cédèrent. Des genoux s'enfoncèrent, et plusieurs furent contraints de céder l'un l'autre pour sortir. Des chutes sans gravité apparente, mais l'effort les laissait pantelants. Mira distribua des morceaux de viande séchés aux enfants pour maintenir leur force. Les adultes tentaient de retenir la fatigue, mais les visages trahissaient une usure qui s'installait comme une deuxième peau. Alors qu'ils approchaient de la source de vapeur, la lueur se fit plus nette. Une étendue de plaques noires entourait un point où la glace semblait cloisonner, comme une membrane fragile au-dessus d'une respiration chaude. Cor sentit une étrange chaleur à la base de son cou, comme si la terre elle-même exhalait. Un sentiment d'espérance montait en lui avec la même intensité qu'une peur nouvelle. Et puis, sans prévenir, un craquement sourd courut le long d'une lampe de glace. La plaque se fendit sur une longueur qui n'était plus petite. Des fissures se propagèrent comme des veines. Des pans de surface commencèrent à se relever en donnant des bruits de succion. Les gens s'écartèrent, tétanisés. Le chef étranger hurla un ordre que personne ne comprit, mais qu'on suivit instinctivement, reculé. La glace gémit, puis une colonne de vapeur explosa, soulevant un rideau de neige. Dans ce chaos, Jorn glissa. Son bâton heurta la glace. La foule retint son souffle. Cor se jeta, mais sa main n'atteignit que le manteau du vieil homme. D'autres mains firent de même, puis la corde qu'ils avaient nouée autour de la taille de chacun se tendit, et la chaîne humaine se mit à tirer. Le vieil homme résista, râlant, mais la glace semblait vouloir le reprendre. Les visages découverts de neige et de peur. « Tirez !» cria Mira, la voix étranglée. Ils tirèrent, ils crurent, mais dans le même mouvement, le bord de la fissure s'effondra plus loin, rompant la continuité du lac. La chaîne se déchira. Un cri, bref, déchirant, monta, puis s'étouffa dans la vapeur. Quand la poussière retomba, un silence lourd pesa. Jorn n'était plus au bord. Une partie de son manteau avait disparu sous la faille, et la vapeur montait en bouillonnant autour d'une ouverture noire. Asha hurla, se précipita, mais Cor la retint. Les hommes se regardèrent, incapables de comprendre si la vie battait encore sous la surface, ou si la terre venait de reprendre l'un des rares témoins du monde ancien. La vapeur sifflait, la neige tournoyait, et la fissure grossissait, dessinant une ombre qui semblait avaler la lumière. Cor sentit une rage sourde monter, mélange de douleur et de responsabilité. Il regarda la faille, puis la vapeur, puis la masse des hommes qui flottaient comme des îles de chair sur une mer de glace. Autour d'eux, la plaine continuait d'étirer son silence blanc. Il posa sa main sur la corde inutile qui pendait et murmura, comme on enterre une idée dans le ventre de la terre. Nous ne laissons personne derrière, mais même en parlant, il savait que la promesse venait de se heurter à quelque chose de plus grand. La vapeur formait une colonne qui semblait appeler, et de la fissure montait maintenant un bruit, profond, comme un battement régulier. Quelque chose vivait là-dessous. Et tandis que les hommes reprenaient leur position,
La terre remua encore plus loin, et le lac craqua à nouveau, comme si la route qu'ils espéraient emprunter devenait une énigme vivante. La marche devait continuer, mais le prix exigé venait de se montrer. Le froid mordait, la fatigue pesait, et la faille ne rendait pas ce qui avait disparu. Le murmure de la terre se transformait en question, et au milieu du vent et de la vapeur, une silhouette, non humaine, sembla se dresser un instant sur la lueur, puis se fondre dans la blancheur comme une ombre effacée. La vapeur montait en colonne filiforme, et la fissure brillait comme une bouche ouverte sur un autre monde. Les gens reculaient, les yeux écarquillés, et la peur se mêlait à la curiosité. Cor sentit son cœur battre trop fort. Il avait promis de ne laisser personne derrière, et maintenant Yorn avait disparu dans cette faille vivante. Il se sentait coupable, tenace, prêt à tout pour retrouver le vieil homme qui portait tant de savoir. « Nous allons descendre, dit-il sans vraiment réfléchir. Les mots de Cor se plantaient dans l'air froid comme un défi. Le chef étranger posa sa main sur son épaule, silencieux, puis hocha la tête. Autour d'eux, la troupe se mobilisait, nouant des cordes, préparant des torches. Mira cherchait des plantes chaudes dans ses poches, prête à soigner. Asha serrait la main d'un enfant étranger, ses doigts minuscules cherchant une force qu'elle n'avait pas encore nommée. La descente était une épreuve de patience et de prudence. La vapeur sifflait, et l'air sentait la pierre chaude et l'eau. La fissure n'était pas seulement une faille. Elle s'ouvrait sur un réseau de gouttières et de petites grottes où la chaleur se rassemblait comme un trésor. Parfois la paroi suintait, et une goutte tombait en un petit tambour sur la roche. Parfois un souffle chaud les enveloppait, apaisant les membres engourdis, comme si la terre leur rendait un peu de vie. Ils avançaient en file, se tenant par la corde, s'assurant que chacun était là. La lumière de leurs torches jetait des lueurs dansantes sur la pierre humide. Au début, on trouvait seulement des fissures minérales, des veines brillantes de sel et de traces de rouille. Puis, à mesure qu'ils s'enfonçaient, la vallée souterraine s'élargissait en une cavité étonnamment vaste. Le sol était tiède, des nappes de vapeur montaient de petites fissures, et le murmure que la grotte émettait ressemblait à un chant régulier. Et au milieu de cette chaleur, ils l'ont vu, Yorn, appuyé contre une dalle, pâle mais vivant. Son manteau était déchiré, ses mains couvertes de poussière. Il respirait lentement, comme quelqu'un qui venait de traverser un sommeil long et profond. Quand il les vit, ses yeux se sont illuminés d'un mélange d'épuisement et de soulagement. « Tu es vivant », souffla Mira en s'agenouillant à côté de lui. Yorn fit un geste faible, les lèvres esquissant un sourire. « La terre m'a pris, puis elle m'a rendu, dit-il. J'ai entendu sa voix. Elle m'a montré. » Cor sentit une émotion le submerger. Il prit Yorn dans ses bras, mais le vieil homme se dégagea avec douceur et pointa du doigt plus loin dans la cavité. Là, comme une veilleuse naturelle, des pierres noires irradiaient une chaleur constante. Elles ne brûlaient pas comme le bois, mais elles chauffaient l'air autour d'elles. Des couches de dépôts minéraux formaient un cercle où l'humidité semblait s'évaporer en permanence. Yorn parlait d'une voix rauque, mais claire. « Ici, dit-il, ici est le cœur chaud. La terre garde une respiration. Quand on sait écouter, on trouve la source. » Mira s'agenouilla et posa sa main sur l'une des pierres. Elle sentit la chaleur profonde qui venait de l'intérieur, une chaleur qui ne calcinait pas, mais qui pénétrait jusqu'aux os. Elle laissa sortir un souffle qui ressemblait à un rire retenu. « Ce n'est pas seulement de la pierre chaude, dit-elle, c'est une soufflerie naturelle. Si nous savons organiser, canaliser, nous pouvons y garder des braises, les protéger et même les nourrir. » Yorn hocha la tête.
Ses yeux brillaient d'un feu intérieur qu'il n'avait pas montré depuis longtemps. Jadis, nos ancêtres savaient détourner la chaleur de la terre, disait-il. Ils entouraient la flamme de pierres chaudes, la couvraient de cendres, gardaient une braise vivante. Ils utilisaient aussi la graisse des animaux, scellaient les foyers dans des niches, et la nuit protégeaient les braises dans des pots huilés. La flamme devient alors lente. Elle ne s'éteint pas. Elle dort et se réveille. Kor écoutait avec une attention presque révérencieuse. Les mots de Yorn tissaient une image d'un feu qu'on n'allume pas à chaque repas, mais qu'on nourrit comme un être vivant. Mira, qui avait toujours soigné les corps, voyait maintenant comment soigner le feu. Comment le garder alors? Demanda Kor. Yorn se redressa avec effort, s'appuya sur son bâton et traça des mouvements lents dans l'air. Des pierres pour la chaleur, un abri pour l'air, de la graisse pour nourrir, un lit de cendres pour étouffer quand il faut, et surtout, des gardiens. Une flamme éternelle demande une famille dédiée. Ceux qui veillent, qui prennent soin, qui comprennent quand elle sommeille et quand elle a besoin d'air. Le chef étranger restait silencieux, puis il ouvrit un sac qu'il avait amené. Il en sortit des morceaux de graisse séchés, placés comme une offrande. Les deux clans se regardèrent, et un échange muet naquit. Eux, des peaux épaisses, eux, des pierres chaudes, eux, un savoir fragile. La possibilité d'un feu qui ne s'éteint pas mettait devant eux un avenir différent. Ils pouvaient survivre à l'hiver sans dépendre seulement du bois et de la chasse. Mira se leva, le visage éclairé d'une détermination tranquille. « Nous pouvons construire un foyer ici, » dit-elle. « Nous devons apprendre aux plus jeunes à le maintenir. Nous devons comprendre la terre, écouter ses signes. » Alors qu'il s'activait, disposant les pierres en cercle, sculptant une niche protégée, Yorn s'éloigna lentement vers une paroi plus sombre. Kor suivit, inquiet. Le vieil homme posa la main sur la roche et y toucha un dessin ancien, gravé dans la pierre, presque effacé. Des marques en spirale montraient des gestes précis, où placer la graisse, comment fermer la braise dans une peau, comment couvrir la flamme pour qu'elle survive au vent. Yorn murmura, et sa voix trembla d'une émotion paisible. Les hommes ont oublié. Ils ont cru que la flamme venait seulement du bois. Mais la terre donne aussi sa chaleur. C'est un feu qui se reprend, un feu qui est moins flamboyant, mais qui ne part pas. Ils travaillèrent toute la journée à mettre en place un foyer abrité, une cuvette creusée, des pierres chauffées alignées, une niche pour la braise couverte d'une peau huilée la nuit. Les enfants regardaient, fascinés, et Asha posa sa main sur une pierre chaude, sentant la chaleur qui lui montait au bras comme une promesse. Tarek, encore frêle, observait avec un mélange de respect et d'envie. Quand la première braise prit dans la niche, protégée et nourrie par un peu de graisse, la chaleur se répandit comme une nécessité retrouvée. Ce n'était pas une flambée spectaculaire, mais une chaleur douce, persistante, qui commençait à remodeler l'air de la cavité. Les visages se détendirent, les épaules se relâchèrent. Pour la première fois depuis longtemps, l'idée d'un lendemain sans mourir de froid se dessinait. Pourtant, au moment où la communauté sentait une paix fragile l'envahir, le sol trembla une fois encore. La vapeur siffla plus fort, et une fissure nouvelle courut le long d'une paroi. De la profondeur, un souffle puissant monta, et un bruit sourd fit vibrer la caverne. Yorn leva les yeux, grave. « La terre, dit-il, elle donne, mais elle réclame aussi. Nous avons approché son cœur, et quand on touche le cœur, il répond. Autour d'eux, les torches vacillèrent. Kor sentit ses muscles se tendre. La chaleur était là, la promesse du feu éternel aussi. Mais un autre danger semblait s'éveiller sous leurs pieds. Ils avaient trouvé la source,
Maintenant il fallait apprendre à la garder et à la maîtriser avant que la terre, elle-même vive et imprévisible, ne reprenne ce qu'elle venait de leur offrir. La caverne avait repris son souffle, comme une bête tranquille qui se remet à dormir. La vapeur s'était tassée, les fissures avaient rendu leur plainte, et la chaleur du foyer niché au creux des pierres s'était installée en présence douce, presque maternelle. Autour de la braise protégée, les visages semblaient enfin retrouver des traits qu'on avait cru perdus, détente sur les mâchoires, clarté dans les yeux, mains qui ne tremblaient plus à chaque geste. Cor resta un moment immobile, la main appuyée contre la pierre chaude. Il sentait la chaleur monter le long de son bras jusque dans sa poitrine, comme si la terre lui prêtait une énergie neuve. Autour de lui, les enfants jouaient doucement avec des fragments de cuir, inventant des jeux muets qui faisaient sourire Mira. Tarek, reposé, réparait une lance abîmée, ses gestes plus lents mais précis. Yorn regardait la cavité comme on regarde un livre ancien. Chaque fissure racontait une histoire. Chaque veine minérale portait une mémoire. « Nous avons touché quelque chose de grand », dit Yorn d'une voix qui portait la sagesse et la fatigue. « La terre nous a donné une main, mais nous devons apprendre à vivre avec elle, pas seulement à la prendre. » Cor hocha la tête. Il sentait le poids de la responsabilité, mais il sentait aussi une légèreté nouvelle, la possibilité d'un avenir qui ne compterait plus seulement les nuits par leur froid, mais par les matins où la chaleur resterait. Ils avaient passé des jours à aménager la cavité. Ils avaient construit des niches pour les braises, des coffres de pierre où l'on gardait la graisse et les pots huilés. Mira avait enseigné à plusieurs femmes et hommes à préparer des onguents pour protéger la peau, à fabriquer des systèmes de ventilation rudimentaires pour éviter que la fumée n'étouffe. Les enfants avaient appris à transporter des braises sans les étouffer, en utilisant des pots huilés comme des berceaux. Les clans ensemble avaient mis au point des tours de garde, des rituels simples pour réveiller la braise si elle s'affaiblissait, et des histoires que l'on murmurait pour que la flamme conserve sa mémoire. La nuit où la première vraie quiétude arriva, Cor monta sur une petite élévation de pierre et observa les silhouettes rassemblées autour du feu. Les deux tribus avaient trouvé un rythme commun. Les étrangers partageaient leurs techniques de tressage pour renforcer les cordes. Les hommes de Cor avaient montré comment sculpter des pointes plus résistantes. Parfois, l'ancien chef étranger parlait en gestes qu'on finissait par comprendre comme un enseignement. Comment mesurer la température d'une pierre, comment compacter la terre autour d'un foyer pour qu'elle garde la chaleur. Asha était là, ses doigts tachés de suie, un sourire d'enfant qui n'avait plus peur du vent. Elle tenait la main de l'enfant étranger, et ensemble ils racontaient à voix basse une aventure où la braise était un petit animal qu'il fallait cajoler. Les rires, d'abord timides, devenaient des fils invisibles qui tissaient la communauté. Pourtant, la terre restait imprévisible. 2 jours après qu'ils eurent installé le foyer principal, un grondement sourd fit frissonner la caverne. Des gouttes chaudes tombèrent, plus pressées. Les torches vacillèrent. Yorn se leva lentement, posa sa main sur la paroi, ferma les yeux, puis se retourna vers les autres. « Ce n'est pas de la colère, dit-il. C'est la terre qui s'ajuste. Elle nous demande d'écouter davantage. » Cor comprit que leur tâche était loin d'être finie. Il ne s'agissait pas seulement d'exploiter la chaleur, mais de la respecter. Ils devaient apprendre à lire les signes, à bouger quand la terre murmurait, à construire avec elle et non contre elle. Cette humilité nouvelle se grava dans les habitudes du groupe. Un silence respectueux lorsque le sol parlait, des périodes où l'on réduisait l'activité près des veines de vapeur, un partage égal des responsabilités pour que la fatigue d'un côté ne devienne pas une faiblesse pour tous. Les semaines passèrent. Les jours se firent plus doux, non pas parce que l'hiver s'était adouci, mais parce qu'ils avaient créé un refuge qui défiait la morsure du gel.
Des petites cultures improvisées virent le jour à l'abri de la caverne. Des racines plantées dans des creux de pierre chauffée, des lichens préparés en bouillie riche en nutriments. Mira, avec la patience d'une femme qui sait guérir et nourrir, mit au point des infusions qui apportaient force et chaleur. Peu à peu, la peur de la faim s'estompa et fut remplacée par une curiosité de bâtisseur. Les échanges entre tribus prirent de la consistance. On parla d'aller plus loin, d'explorer d'autres veines, de découvrir si la terre offrait d'autres cœurs chauds. Un petit groupe fut formé, comprenant encore le chef étranger, Mira, Tarek et 2 jeunes guerriers. Leur but n'était pas seulement de ramener des ressources, mais de faire connaissance avec le paysage qui les entourait. Repérer les pièges, trouver d'autres abris, cartographier les lieux. La première expédition fut une leçon d'humilité. Ils marchèrent au-delà des collines brisées, découvrant des creux où la terre semblait oubliée, mais qui retenaient des chaleurs timides. Parfois la vapeur se mêlait à des odeurs de minéral et de mousse, et leurs doigts apprenaient à reconnaître les pierres qui, chauffées, gardaient la vie. Ils revinrent avec des échantillons, des idées, et surtout une confiance nouvelle, la certitude qu'ils pouvaient étendre leur refuge, non pas en conquérant, mais en cultivateurs d'un monde rude. Les tensions anciennes n'avaient pas disparu, mais elles avaient changé de forme. Là où auparavant la peur menait à la suspicion, désormais la nécessité de coopérer créait des ponts. Tarek, qui avait été le plus prompt à vouloir la confrontation, devint l'un des meilleurs enseignants pour les jeunes chasseurs. Sa témérité s'était transformée en bravoure mesurée. Il allait sur le terrain, montrait comment lire la neige, comment poser des pièges sans laisser la trace d'une piste, et revenait expliquer ses échecs avec une humilité nouvelle. Un matin d'une clarté froide, alors que le groupe travaillait à agrandir une galerie de la caverne, Acha courut vers Cor, l'air à la fois inquiète et excité. « Viens voir !» cria-t-elle. Les enfants ont trouvé des dessins. Ils la suivirent jusqu'à une paroi lisse, recouverte de pigments anciens à demi effacés, traits rouges, spirales, figures d'animaux stylisées. Yorn, immobile devant ces signes, posa sa main sur la pierre et sourit d'un sourire qui mélangeait émerveillement et reconnaissance. « Nos ancêtres ont raconté la même chose, dit-il. Ils savaient. Ils vivaient avec la terre. Ce n'est pas une invention nouvelle, c'est une mémoire retrouvée. » La découverte fit vibrer la caverne comme un écho de continuité. Ils n'étaient pas les premiers à chercher un refuge dans la chaleur de la pierre. Quelque part, des vies avaient déjà appris le secret. Cela leur offrit non seulement des techniques, mais une dignité. Ils étaient les continuateurs d'une pratique ancienne, héritiers d'une façon de vivre en harmonie avec le monde. Les saisons suivantes semblèrent moins cruelles. La tribu grandit un peu, non seulement en nombre, mais en capacité. Des enfants grandirent qui n'avaient connu que le froid extérieur et la chaleur intérieure du foyer. Et ils apprirent dès le plus jeune âge à veiller sur la braise, à écouter la terre, à partager. La parole d'hostilité s'adoucit. L'idée d'ennemi fut supplantée par l'idée d'allié. Un soir, alors que le ciel se fondait d'étoiles claires, la communauté se rassembla autour du foyer principal. Les 2 chefs se tenaient côte à côte, les enfants endormis près d'eux. Yorn, plus frêle mais serein, raconta des histoires sur les hommes qui avaient appris à transformer la peur en connaissance. Mira énonça des remèdes. Tarek montra une nouvelle pointe plus résistante. Et Acha, les yeux brillants, chanta une petite chanson que les enfants reprirent en chœur. Cor se leva, posa la main sur la pierre chaude et pensa à tous ceux qu'ils avaient perdus, à ceux qu'ils avaient sauvés, à la promesse qu'ils s'étaient faite au bord du lac gelé. Il sentit que la mission qui avait commencé par la peur s'était métamorphosée en une œuvre commune. Préserver, apprendre, transmettre. Nous avons survécu, dit-il enfin, sans fierté, mais avec vérité. Nous avons cherché la flamme dans le bois, puis dans la pierre,
Et c'est ensemble que nous avons compris qu'il fallait garder le feu, le protéger et le partager. Autour de lui, des hochements de tête, des sourires fatigués mais sincères. La flamme, petite et constante, lançait ses ombres apaisées sur les visages. Acha, qui ne comprenait pas encore toute la portée des mots, posa sa tête sur l'épaule de Mira et ferma les yeux. Tarek regarda la braise comme on regarde un ami fidèle. La caverne, qui avait d'abord été un abri contre la faim, était devenue une école, un foyer, un lieu de mémoire. La terre leur avait offert une chance, et ils avaient répondu en devenant attentifs et patients. Ce qu'ils avaient bâti n'était pas seulement une technique pour survivre, c'était une façon de vivre qui respectait le monde et ses caprices. Quand la nuit prit fin et que la première lueur de l'aube effleura la voûte, un souffle chaud monta du foyer comme un signe d'accord. Les silhouettes se réveillèrent doucement, prêtes pour un jour de plus. Cor regarda l'horizon blanc et sut que, tant qu'ils garderaient la braise, tant qu'ils se parleraient de ce qu'ils avaient appris, le froid resterait un défi, jamais une condamnation. Le renouveau n'était pas une fin spectaculaire. Il était un travail quotidien, une suite de gestes répétés, de partage et de prise de décision lente. Mais il avait cette force des choses ténues qui durent, une braise protégée, des mains qui veillent, une terre écoutée. Ils avaient survécu au froid mortel non pas par magie, mais par connaissance, par solidarité et par l'humilité d'apprendre à vivre avec la nature plutôt que contre elle. Et alors que la caverne se remplissait des premiers préparatifs d'un autre jour, la braise, fidèle et douce, lançait une lumière chaude qui ne promettait pas l'oubli des peines, mais la possibilité d'espérer encore. Et voilà, notre voyage s'achève pour ce soir. J'espère que ce récit t'a bercé, comme une couverture de mots, et t'a offert un instant de douceur hors du temps. Si tu veux continuer à t'évader avec moi, n'oublie pas de t'abonner et de partager ces histoires avec ceux que tu aimes. Repose ton esprit, laisse tes rêves t'emmener encore plus loin. Bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.